on a eu le droit à 2 game sets ce week-end, donc il y a plein de baskets à décrypter. On va commencer par le match le plus frais, celui qui s'est joué la nuit dernière entre les Warriors et les Rockets. Un match pour la qualification et c'est Golden State qui l'a emporté 103-89. Théo, Golden State qui met fin à cette série avec une victoire, avec de très belles performances, j'ai envie de dire, de ces cadres, de ces anciens qui ont gagné à l'expérience, plus un excellent Buddy Hield, auteur de 33 points. Ouais, exactement. Bon, on en parlait dans notre fameux groupe WhatsApp avec Guillaume. C'était un match super plaisant, accroché. Les matchs vraiment qui font kiffer, où parfois une équipe fait un break de 6 points et tu te dis, ah, ça va être dur de revenir pour l'adversaire, ou alors que dans la NBA moderne, 6 points, c'est rien du tout. Au bout du compte, l'écart est bien plus conséquent, mais ouais, super match. T'as parlé de l'expérience. Effectivement, les Warriors qui se sont fait peur quand même, parce que là, je pense qu'il pouvait avoir le sentiment d'avoir. Alors je veux rien retirer aux performances de Houston, mais il y a 2 matchs qui ont été un peu bazardés par les Warriors quand même. Le match 5, clairement. Le match 6, j'avais le sentiment que peut-être Steve Kerr s'était un peu outcoaché tout seul en voulant changer son 5 de départ, notamment en mettant pas Podziemski tout de suite sur le terrain. Là, hier, en fait, il est revenu à des basiques. Il a mis son meilleur 5 et il a bien fait, parce qu'en fait, 3 points seulement en provenance du banc pour les Warriors. Donc, c'est vraiment le 5 des Warriors qui a fait la grosse partie du job. Et un petit peu comme on en parlait un petit peu dans le CQFR de samedi, cette équipe des Warriors de Golden State, elle savait que de toute façon, dans le clutch, s'ils étaient devant au score ou s'ils étaient en mesure de pouvoir aller le chercher, ils avaient l'équipe la meilleure pour clore un match. Voilà, je pense vraiment que c'était ça ce que les Warriors avaient en tête. C'est logique quand tu as un tel bagage. Et là, non seulement ils ont clos le match, mais ils l'ont tué en deuxième mi-temps. Les Warriors qui ont vraiment été meilleurs et qui ont su mettre un coup d'accélérateur terrible auquel les Rockets n'ont pas su répondre. Il y a un joueur qui, en deuxième mi-temps, a fait notamment la différence, c'est un certain Stephen Curry. 3 points en première, 19 en seconde, 22 au total, avec 10 rebonds, 7 passes. Lui, pour le coup, a été très bon dans le clutch time. Ça rejoint ce que tu dis. Quand il faut aller mettre des paniers, quand il faut tuer un adversaire, il l'a fait. Buddy Hield avait lancé l'équipe. Draymond Green a fini avec 16 points, 6 rebonds, 5 passes. Je vais parler des cadres, on va pouvoir rebondir sur Curry, mais Draymond Green agressif en début de match en attaque. Évidemment bon en défense, 2 contre aussi, et Jimmy Butler 20 points, 8 rebonds, 7 passes avec des paniers, j'ai l'impression, sur des temps ponctuels mais importants souvent par moment. Et du coup, ces 3 joueurs-là, plus Buddy Hield évidemment, hein, qui avait pris feu, ont vraiment fait la diff sur les moments qui comptent. C'est un peu l'impression que j'ai eue par rapport aux joueurs des Rockets, et pas que leurs jeunes joueurs, pas que Sengun ou Jalen Green, qui a encore une fois été qui passait à côté, qui a été discret, mais même Fred VanVleet au final, qui n'a pas nécessairement été mauvais, mais tous ces gars-là, j'ai l'impression que dès que ça comptait, c'était un joueur des Warriors qu'on voyait. Ouais, t'as raison. Et notamment Butler, j'ai en tête 2 paniers à 3 points qui mettent sur des fins de possession qui vont nulle part et qui sont des moments importants, parce que c'est des moments où les Rockets sont en train de reprendre un petit peu l'ascendant. Ouais, je partage ce que tu dis. Green, effectivement, très agressif en début de match. J'avais noté, là, il commence en mettant 8 points à 3 sur 3, mais 2 tirs à 3 points, on le laisse complètement ouvert. Bon, par la suite, il a continué Il à a en tout prendre raté d'autres après. qui n'étaient pas forcément hyper bienvenus. Il y a eu des situations aussi impressionnantes sur la défense des Rockets, où les Warriors se retrouvaient un petit peu à devoir prendre des tirs n'importe comment, un peu en toute dernière seconde, pour sauver la possession. T'as parlé des jeunes joueurs de Houston. Non, restons sur les Warriors, t'as raison. Ouais. Buddy Hield, il faut lui rendre hommage. Dans le match précédent, j'avais pris mes notes, j'avais noté un moment dans mes notes, j'avais mis Buddy Hield ne sert à rien, parce que voilà, il avait été transparent. Je comprenais pas pourquoi il était dans le 5, moi. Et comme quoi, maintenant, voilà, on a la réponse. Ben là, il était dans le 5 à nouveau, mais vraiment, il avait pas du tout été bon. Et surtout, je comprenais pas pourquoi Podziemski avait été sorti du 5. Alors, je trouve toujours que c'était un des meilleurs Warriors, un des plus constants sur la série. Là, il a été incroyable. Et c'est vrai que son début de match flamboyant, je crois qu'il termine...
il égalise un record en playoff, je crois que 9 tirs à 3 points marqués dans un match, si je ne me trompe pas, ou dans un game set. Je ne sais plus si c'est dans un game set ou dans un match de playoff. En tout cas, il a été flamboyant et il a été hyper important pour cette équipe des Warriors parce que, comme tu l'as dit, Stephen Curry était cadenassé. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là, parce que autant le match précédent, Stephen Curry n'avait pas été bon dans le match 6, et il y a eu des moments où j'ai trouvé qu'il avait vraiment forcé un peu le jeu, alors que c'est pas dans son tempérament, mais il voulait peser sur le match. À certains moments, il avait pris des tirs qui étaient vraiment forcés. Là, il a su être patient, il a su mettre les tirs quand il fallait, comme t'en parlais tout à l'heure, Antoine. J'ai trouvé que c'était une masterclass de Stephen Curry en termes de leadership, de patience, et qui m'a beaucoup fait penser, et on y reviendra tout à l'heure, au match que Jokic a fait, lui aussi dans le Game 7, où finalement, ils ont su se mettre au service du collectif, comme ils le font d'habitude, et le collectif leur a rendu ça en se mettant au niveau et en fonctionnant à plein régime. C'était une très belle victoire collective des Warriors, même si bien sûr, Stephen Curry, comme tu le disais, a été ultra clutch. Tu voulais parler des jeunes, des Rockets. Juste un truc, il y a quelque chose qui me fait aller marrer, on va dire. Les Rockets ont voulu une série physique et je comprends, et je pense pas que c'était une erreur, hein, mais voilà, on sait qu'eux, c'est fait partie de leur qualité. Et l'impression que j'ai eue, pas qu'à travers ce match, même au travers de la série, c'est que finalement, quand ça joue très physique, les scores des Warriors, et notamment Stephen Curry, je comprends pas comment encore en 2025, il y a des gens qui peuvent penser qu'ils supportent pas le défi physique. C'est vraiment une erreur de penser ça, mais terrible. Donc au final, les scores des Warriors, que ce soit Curry ou Butler, s'en sortent mieux quand il y a du contact que les scores des Rockets. Alors Şengün, il fait une bonne série, mais au final, il manque encore un peu de toucher, tu sais, sur les tirs avec contact, voire même pas qu'un peu. Je te laisserai. T'es dur. Non, je te trouve dur, au contraire. Moi, je trouve bon. Hein. Le tir finalement où Draymond Green se retourne vers la table de marque parce qu'il défend en 1 contre 1 contre Şengün. Şengün, il lui a mis sur le reste de la série ces tirs-là, quoi. Il en a raté pas mal ce soir. Je vais regarder son adresse au tir. Je dis pas hier. Je serais pas Hier, surpris qu'il soit à moins de 50% sur la série. C'est quand même un pivot, tu vois. Hier, je dis pas, mais dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne série, quoi. J'ai pas dit qu'il avait fait une mauvaise série. Loin de là. C'est pas ça que Mais j'ai sur dit. ces tirs-là, ouais, je sais pas. Je te trouve un J'ai dit peu. que dans une série physique, il est à 45% de réussite au tir, Théo. Il prend aucun 3 points, Şengün. Il a 45% de réussite au tir sur la Moi, série. moi, ça me choque pas pour un joueur qui joue autant de 1 contre 1, quand même. Mais c'est un big man, quoi. Tu vois ce que je Oui, veux c'est un dire? big man, oui, mais c'est pas un big man qui reçoit la balle systématiquement en bout de chaîne sous le panier. Tu vois, Oui, c'est bah, pas je lui comme ça demande que pas, le jeu. bien sûr, je lui demande pas, je lui demande pas d'avoir le même pourcentage qu'un rim roller. Bien sûr qu'il prend des tirs difficiles, des post-up, etc. Mais c'est pas non plus l'impression de dominance que tu peux avoir. 45%, c'est quand même bien en dessous de 50. Et encore une fois, j'ai pas dit qu'il avait fait une mauvaise série, Şengün. Je dis juste que sur le contact, c'est pas le plus fin des finisseurs, c'est des tirs difficiles. Euh, enfin, je sais pas, c'est mon impression. Après, voilà, En fait, c'est le fait que tu dises qu'il manque de toucher, c'est ça qui m'a. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais. sur le contact, j'ai dit. J'ai dit sur le Ok. contact, c'est pas le plus fin. Moi, je trouve que c'est pas le plus fin des finisseurs. Alors, c'est pas. Je vais prendre un exemple d'un mec qui est vraiment mauvais, qui est. Je sais pas, je trouve que Zubac, qui joue pas dans le même rôle, il a pas autant de 1 contre 1, je suis d'accord avec toi, il a un peu plus de toucher. Je trouve qu'il y a des pivots qui ont plus de toucher. Il a du toucher, mais qui ont plus de toucher. Et encore, Zubac, il n'y a peut-être pas assez de contact. C'est peut-être dur à dire parce qu'au final, Şengün, si tu lui laisses. En fait, c'est juste pour dire par rapport au fait de vouloir une série physique, Şengün comme Green s'en sortent sans doute mieux quand il y a moins de contact, mais comme n'importe quel être humain. Et Curry et Butler ont excellé souvent à travers le contact, mine de rien. Non, mais je suis d'accord. En fait, je chipote parce qu'en fait, je suis pas sûr que ce soit sur le toucher, en fait. Tu vois, pour Şengün. Je pense, parce que toucher, je pense qualité de main, et c'est pas ça que Ou je c'est vois. peut-être Mais expérience pour mieux maîtriser son corps pendant le contact, alors dans ce cas-là. ouais, mais bon, je chipote amplement, mais je trouve que c'est quand même un big man qui a vraiment. Je trouve il a dû toucher, il a des appuis. Effectivement, c'est plus dans la gestion du contact. Et faut reconnaître un truc aussi, c'est que attaquer notamment face à Draymond Green, c'est particulier, surtout pour un big, parce qu'en fait, tu as tout le temps le sentiment d'avoir l'avantage, parce que tu as l'avantage de taille, De taille, ouais. mais Green, en fait, il est tout le temps collé à toi, à te tenir, voire te pousser au niveau des hanches, etc. Et je pense que, voilà, c'est ça aussi qui me fait un petit peu
remettre en question la notion de toucher, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est pas au niveau des mains, c'est plus c'est ce que tu dis, c'est absorber le contact, quoi. notamment quand il est en dessous, quand le contact vient pas justement au niveau des épaules, au niveau des bras, mais que t'es déséquilibré sur le bas du corps. C'est ça que c'est l'impression que j'ai, mais voilà, après t'as raison, en tout cas, sur la dimension physique, je suis complètement d'accord. Sur le fait que, bien sûr, c'est l'avantage des Rockets de jouer physique, mais je comprends pas que les Rockets aient pu penser, ou que, du moins c'est un petit peu le sentiment que j'ai, que les Warriors étaient une équipe soft, parce qu'elle a rien de soft. Et effectivement, c'est une équipe qui est capable de jouer dans le contact. Et la différence, je pense, c'est que les Warriors peuvent jouer dur sans être concentrés sur le fait de jouer dur, en fait. Ils restent concentrés sur leur jeu. Alors que les Rockets, et notamment, tu vois, un mec comme Dylan Brooks, tu vois qu'il est concentré à 2000% sur le fait de jouer dur. Et derrière, en fait, ça occupe tellement une partie de ce qu'il doit faire qu'il perd en efficacité, en lucidité. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Je vais rajouter un truc sur Şengün, mais bon, là, au final, heureusement, même son pourcentage, je t'ai dit 45%, mais heureusement que dans le lot, il y a l'espèce de blowout où il prend que 9 tirs et qu'il en met 6. Parce qu'en réalité, il est à 7 sur 18 sur un match, 39%. 9 sur 23 sur ce match-là, 39%. 6 sur 15, 40%. 8 sur 20, 40%. 12 sur 28, 42%. Il a beaucoup, beaucoup raté, en fait. Et moi, pareil, je trouve qu'il a fait une bonne série. Par contre, il y a un match où il est à 11 sur 28, je ne sais plus lequel c'est. Tu vois, c'était le premier, je crois. Le premier, tu vois, ils perdent le premier. Ouais. Sur le premier, il avait été à droit, tu vois. Il a été à droit 11 sur 28. Mais finalement, il y a quand même 5 matchs sur 7 où il est à moins de 40%, quoi. Écoute, j'ai pas les stats sous les yeux. Ouais, non, je sais. En fait, j'aimerais bien, si j'avais les stats sous les yeux, j'aimerais bien comparer, en fait, avec les pourcentages de réussite des autres joueurs, y compris des Warriors. Oui. Pour voir dans quelle mesure c'est vraiment en dessous sur une série accrochée comme ça. Oui, une série physique, bien sûr. Mais tu as raison, toucher, c'est vrai que ça parle des mains, et au final, il a ce petit toucher. Mais il manque un truc, c'est peut-être l'agilité. Il y a un truc où il fait qu'il me semble moins dominant, notamment quand on le compare à Jokic. Je sais, c'est une comparaison injuste, mais il est mis dans ce moule-là, et je trouve qu'il y a quand même encore un vrai monde d'écart, par exemple, à ce niveau-là. Mais ce qui est logique, en fait. C'est vraiment un monde. Ouais, voilà, c'est ça. Mais exact. même avec Kim Olajuwon, tu peux pas le. Tu vois, si c'est ça la comparaison pour un big man qui est bon en playoff, bien sûr qu'il est en dessous, Şengün. Ça, Ouais, non, mais oui, mais à être en dessous, et il y a l'écart. L'écart est abyssal, en fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est Oui, mais je suis d'accord, mais Jokic et Olajuwon, c'est peut-être c'est deux des meilleurs big man de tous les temps, quoi. Oui, Şengün, il a quoi, 23 ans. C'est Bien sûr, je ne demande pas d'être à ce niveau-là tout de suite, en fait, c'est évident. Mais voilà, après, tu as raison, il a fait une bonne série. Jalen Green, c'était déjà plus compliqué. Il a été finalement bon que sur un match. Sur une série en 7, il a été bon un match. Et lui, pour le coup, la pression physique, il l'a subi beaucoup plus que Stephen Curry, je trouve. Oui, et après, il y avait le mental aussi, sans doute. Pardon. Il y a pas que le mental. Oui, je suis d'accord, il y a le mental et il y a. Enfin. Alors, je sais qu'on nous avait reproché d'avoir fait une croix trop vite sur Jalen Green au vu de ses playoffs, mais non, je pense pas que ce soit ce type de joueur, en fait. Tout simplement. Je pense que, voilà, cette série de playoffs et cette saison, elles sont pleines d'enseignements pour les Rockets. On en parlait dans le podcast qu'on avait fait sur les destinations possibles pour Giannis Antetokounmpo. Je pense que dans tous les cas, les Rockets vont être un des grands gagnants de la saison, parce que là, au moins, je pense que ça leur a permis de voir aussi, parmi leur pléthore de jeunes joueurs, sur qui tu peux compter, de qui tu peux te passer, et avoir un plan vraiment pour l'avenir, quoi. Et malgré tout, je suis un mec comme Şengün, tu sais que tu peux compter sur lui. C'est un, tu sais que tu peux construire autour de lui. Je dis pas simplement que ça doit être lui le point central, mais tu peux te dire, lui, il fait partie de l'ossature qu'on veut garder. Je pense vraiment que Jalen Green ne fait pas partie de ces joueurs-là. Jabari Smith a montré des choses hyper intéressantes dans le dernier match. Je sais que voilà, Shai et toi, vous aimez beaucoup ce joueur. Il y a effectivement quelque chose certainement à creuser, mais il faut qu'il ait plus d'opportunités de se montrer. Et derrière, Amen Thompson a été extraordinaire hier, vraiment partout, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la défense bien sûr, au rebond. C'est la grande question en fait, c'est son jeu offensif. Est-ce qu'il y a beaucoup plus en fait? Parce que tout le reste c'est déjà élite, j'ai envie de dire.
Mais la question, c'est vraiment de savoir quel est le potentiel, le plein potentiel offensif de ce joueur. Parce que sinon, tout est à apprécier, quoi. Même sur le leadership, alors il est jeune, quoi. Il y a des choses qui m'ont plutôt fait marrer. Il y a un match, alors je sais plus lequel c'était dans la série, où il y a, tu sais, où Draymond Green prend une faute antisportive ou une technique, je sais plus, en mettant un coup de pied à l'arrière de la tête de Tari Eason dans un... Voilà. Plus tard dans le match, Amen Thompson est au lancer franc. Draymond Green est en train de parler avec Tari Eason. Manifestement, on n'entend pas ce qu'il dit, mais en train de lui expliquer que c'était pas volontaire, quoi. Tu vois, il est en train de lui dire un truc comme ça. Amen Thompson, qui est au lancer franc, vient entre les deux. Et là, pareil, tu vois qu'il est en train de dire à Tari Eason, mais parle pas avec ce mec-là. Le laisse pas rentrer dans ta tête. Ne parle même pas avec lui, etc. Et ces trucs-là, je trouve ça... Moi, j'aime bien, quoi. Je me dis, c'est déjà un gars qui est prêt pour jouer des playoffs, qui comprend le petit surplus de choses qu'il y a en playoff, que chaque détail est important. Donc voilà, hier, il fait vraiment un excellent match. Il se fait mal au mollet. On ne sait pas à quel point ça l'a handicapé sur la fin du match ou pas. On ne sait pas si c'est une crampe ou un petit problème, une petite déchirure, un truc comme ça. En tout cas, voilà, il y a un vrai potentiel. Mais la question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est où est le plafond offensif que tu peux espérer d'un joueur comme ça? C'est vrai que c'est une très grande question parce qu'il fait une belle série offensive, tu vois. Hein, il doit être à 15-16 points par match. Avec là un match à 24 points, il en a fait un autre au-dessus des 20 points. Il a montré des choses sur des drives et tout, sur sa capacité à éliminer son défenseur. Mais c'est vrai que on peut être très tenté de se dire tout de suite, ah bah il est jeune, donc il va forcément vachement progresser, tu vois. Et en fait, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il y ait beaucoup plus derrière, sachant que ce qu'il y a là en attaque, ça ferait comment dire, un très bon Aaron Gordon dans une équipe qui joue le titre, un truc comme ça, on pourrait dire. Ouais. En plancher, en plus, on est en plancher, là, on est sur du potentiel plancher, de se dire, Amen Thompson, peut-être là, dans le plus mauvais des cas, c'est un gars, je te dis pas que c'est Aaron Gordon, mais c'est un mec qui va jouer, qui va peser dans des équipes compétitives. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste sur le terme plancher, encore une fois, je chipote. Parce que c'est vrai qu'Aaron Gordon, là, il a énormément progressé quand même à 3 points, notamment cette saison. Ouais, il fait sa meilleure saison à 3 points et ça change encore un peu la donne. Et c'est la grande question pour les deux frères Thompson, Osar et Amen. Alors, j'ai pas regardé au début des playoffs, j'avais regardé j'avais cumulé leurs stats au lancer franc à tous les deux. C'était assez abyssal. Je sais pas où ils en terminent, par exemple, mais souvent, je vais aller chercher, on dit que c'est une indication potentielle sur le. Tu vois, un mec qui est pas bon à 3 points, mais qui est bon au lancer franc, on sait qu'il y a une base quand même de shoot qui est exploitable. Pour les deux, là, c'est un chantier énorme, quoi. Ozar, il est à 58%, effectivement, et Amen. Donc, Amen Thompson, je vais donner tous ses stats. Donc, il est à 15,7 points, 49% au tir, 25% à 3 points, 69% au lancer. C'est faible, Ok, mais c'est pas encore catastrophique. Non, je suis Là, tu as d'accord. la base sur laquelle tu peux travailler pour avoir une base qui est correcte pour le tir. On va dire ça comme ça, peut-être. C'est ça, parce que je crois qu'en cumulé, sur leurs 3. Je sais plus si c'était les 3 premiers matchs de playoff ou leurs 4 premiers matchs de playoff en cumulé, ils étaient c'était entre 25 et 30%. C'était catastrophique sur le début des playoffs. Ils ont un peu redressé la barre et je doute pas qu'ils progresseront là-dedans parce que c'est effectivement là-dessus que tu peux progresser. Mais la comparaison, sinon, avec Aaron Gordon, je la trouve hyper intéressante parce que Aaron Gordon, ce qui est. Quand Orlando pensait que ça pourrait être son go-to guy, ils l'ont beaucoup fait jouer balle en main, ce qui lui sert énormément maintenant, en fait, parce que même s'il a plus ce rôle-là du tout avec les Nuggets, ça lui permet quand même de pouvoir jouer pour lui ou d'être un créateur comment dire, de sauvetage un petit peu. Quand tu es en galère, Faire il les peut créer... lectures. Exactement, et attaquer balle en main. Et les deux frères Thompson, dans leur formation, le terme est peut-être un peu... quand ils étaient au lycée, en tout cas, ou en overtime, ils jouaient tous les deux, ils jouaient 1 et 2. C'est aussi des joueurs, je pense, qui peuvent être amenés à créer balle en main si besoin. Ils ont un handle qui est tout à fait correct. Et donc, j'aime beaucoup la comparaison avec Aaron Gordon. Et après, le plafond, ça dépendra effectivement du tir, je pense. Le tir va être crucial en spot-up déjà, puis après éventuellement en sortie de dribble dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas si ça viendra jusque-là pour les frères Thompson et pour Amen, mais ça serait... En tout cas, si je suis les Rockets, au moment de faire des trades là cet été, j'essaye quand même de m'écarter, à part pour Yanis. Je pense qu'il n'y a que pour Yanis que je cède Amen Thompson. Tu vois, pour Kevin Durant, par exemple, jamais je mets pas Moi, je pense ça. pas que ce soit le meilleur. Moi, je miserais. Ouais. Honnêtement, enfin, Même pour Devin Booker, je le mets pas, Amen Thompson. Booker me semblerait une bien meilleure cible pour les Rockets.
sur leur trajectoire et la dynamique est une question d'âge, pas de statut, bien sûr. Mais la question se pose. Pour Booker, la question se pose, tu penses? Bah, je sais pas, faudrait voir vraiment, mais ça dépend effectivement de comment les Rockets évaluent le potentiel offensif Damon d'Amen Thompson. Thompson. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où si vraiment c'est le deal breaker pour Yanis, bah, ça vaut le coup parce qu'il est encore suffisamment jeune aussi, Yanis, pour que tu puisses vraiment être bon tout de suite et sur 3-4 ans. Si c'est pour Devin Booker, qui est quand même un joueur en dessous de Yanis, c'est une surprise pour personne. Je te rejoins dans le sens où là, vraiment, faut vraiment peser le pour et le contre. Et je serais aussi moins enclin à le lâcher, quoi. Je suis d'accord. Peut-être un petit mot sur la série à venir. À part, je sais pas, t'avais des choses à rajouter? Ouais, vas-y, hésite Ouais, pas. ouais, un truc sur la défense des Warriors qui a été excellente. Et notamment, j'étais surpris que la défense de zone des Rockets pose autant de problèmes aux Warriors sur cette série. Là, sans grande surprise, je trouve que les Warriors ont mieux attaqué la zone. Ils ont aussi eu beaucoup plus d'adresse. C'est-à-dire que quand tu as un mec comme Buddy Hield qui plante de partout, t'as pas besoin de bien attaquer la zone pour la sanctionner en fait. Par contre, la zone qu'a proposé les Warriors, c'était une 1-3-1 qui se transformait rapidement en zone 2-3. Elle a posé énormément de problèmes aux Rockets et ça a été vraiment l'un des éléments décisifs de ce match hier. Yes, et Kevin Looney aussi, un petit passage intéressant pour rivaliser un peu avec Steven Adams dans la Ouais, peinture, pour tenir un peu le choc, pour pas au moins ne pas prendre l'eau au rebond défensif, donc en enchaînant tous les rebonds offensifs de Steven Adams, qui en prend quand même deux, mais c'est bon, il en prend. Il y a 14 rebonds offensifs quand même des Rockets, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'ai eu moins l'impression qu'il prenait complètement l'eau au rebond offensif. ouais, Par... mais t'as raison, parce que même je suis allé regarder les stats au rebond tout court, parce qu'en fait, il y a un moment où j'avais l'impression que les Warriors sécurisaient tellement le rebond défensif que je me suis demandé si c'était serré. Finalement, les Rockets ont quand même gagné la guerre du rebond. Mais c'est vrai que Steven Adams, on peut en parler rapidement, ne serait-ce que parce que c'est un des joueurs que je préfère, mais qu'il a été vraiment excellent sur toute la série. Et hier, il n'a pas été bon, en fait. Quand il rentre, sur son premier passage, il est vraiment pas bon, pas efficace. Et derrière, il met Udoka de mémoire, je crois, à pas retenter de faire jouer les deux grands ensemble, ce qui avait été un élément décisif en fait des victoires des Rockets. Je crois que dans le quatrième quart-temps, non, il joue peut-être pas avec Şengün, tu Je as crois peut-être qu'ils jouent en raison. alternance l'un Ouais, et l'autre, il me semble. ouais, ouais, alors que ça avait très très bien marché dans le Game 6 notamment. Dans le Ouais. Game 6, leur association avait été très très bonne, grosso modo dans la série. Steven Adams comme Kevin Looney, c'est deux joueurs free agent. Si je suis les Los Angeles Lakers, j'essaye d'en voler un des deux. C'est deux joueurs importants. Ils seront peut-être pas. Alors, les Rockets, j'ai pas en tête tous leurs free agents, mais tu vois, Looney, il sera peut-être pas dans l'ordre absolu des priorités de Golden State à l'intersaison. Il y a potentiellement un très bon vétéran à aller voler et qui peut parfois, et parfois ces gars-là sont même encore plus intéressants finalement que les rim runners. Moi, je trouve qu'avoir un Looney ou un Adams dans son effectif, c'est à peu près l'assurance d'être compétitif. Moi, j'adore ces joueurs. Je pense que les Lakers chercheront un pivot avec Ouais, plus de plus verticalité. de verticalité, voilà, pour jouer avec Luka. Par contre, si les Warriors devaient perdre Looney, il ferait bien de regarder Steven Adams parce qu'il serait parfait dans leur. C'est un bon passeur, il est intelligent, il joue au bon offensif, ses écrans, c'est des murs en parpaing. Moi, je suis fan de ce joueur. Yes. Les Warriors, du coup, j'allais dire, vont jouer les Timberwolves au prochain tour. Euh, un choc entre 6 et 7, c'est pas commun. Deux équipes donc, qui ont réalisé un upset sur le premier tour. Avantage du terrain à Oh, Minnesota, oui. Wolves. J'ai Ouais. j'ai eu un doute. J'ai eu un doute sur qui était 6, qui était 7. Ouais, bah, pas Avantage du beaucoup, hein, terrain à mais. Minnesota. J'ai beaucoup de mal, perso, Théo, à lire cette série. C'est super dur, hein. C'est vraiment très très dur. Je pense que ça va être une série vraiment passionnante. En plus, là encore, tu vas avoir Gobert face à Draymond Green. Enfin, il va y avoir en termes de storytelling, il y a de quoi faire à nouveau pour cette prochaine série. Moi, j'étais quand même très impressionné par ce que les Wolves ont fait au tour précédent face aux Lakers. Ça va être à nouveau intéressant parce que tu vas avoir à nouveau cette question de taille avec comment dire, les Wolves qui sont une équipe longue, grande, dure. Euh, on a vu que ça pouvait poser des problèmes par moment aux Warriors. Ils auront pu se reposer un petit peu plus, les Wolves aussi, ce qui est pas anodin. Moi, je pense que c'est une série qui peut être assez longue malgré tout. Mais je serais incapable, là, aujourd'hui, de te donner un favori à coup sûr parce que
J'ai l'impression qu'il faut au moins qu'on ait pu voir le match 1 pour pouvoir voir un petit peu voilà, les problèmes que chacune des équipes peuvent se poser mutuellement. Mais ça va être une équipe, une série pardon, qui est passionnante. Moi aussi, je m'attends à une série très serrée. Je pense que c'est une erreur de penser que Minnesota gagnerait facilement après avoir battu les Lakers. Déjà parce que, je le répète, mais la série contre les Lakers, même si elle se joue en 5 matchs, j'ai un constat un peu à la fin où je me dis, Minnesota a dominé. J'ai eu l'impression que Minnesota a dominé, tu vois, l'ensemble globalement, et que pourtant, ça me semblait quand même vraiment serré, que Minnesota a été bon dans des secteurs dans lesquels tu ne peux pas forcément les attendre. C'est-à-dire qu'il y a eu de la part des Timberwolves évidemment une très forte défense, on connaît leurs atouts. C'est normalement une équipe qui gère pas forcément bien le money time, alors que c'est l'inverse des équipes de Luka Doncic, et c'est complètement l'inverse qui s'est passé sur cette série. Donc j'arrive pas à savoir est-ce que ça va être une vérité ou est-ce que c'était une exception. Il y a eu des matchs où les Wolves ont eu beaucoup d'adresses, il y en aura aussi contre les Warriors, de l'adresse extérieure, mais je sais pas si ce sera forcément toujours le cas. Et pour la taille, j'ai l'impression que les Warriors ont quand même plus de bons défenseurs que les Lakers, tu vois. Notamment Oui, pour bien pas se sûr. faire punir par Gobert de la manière dont les Lakers se sont fait punir sur le Game 5. Euh, donc il y a des choses qui me laissent penser que voilà, qu'on n'est pas sur un affrontement déséquilibré entre une équipe de Minnesota qui, oui, est sous-cotée, qui, par moi-même, d'ailleurs moi le premier, ouais, ça peut aller là aussi en 7. Euh, et quelle que soit l'équipe qui passe, je ne serais pas surpris. En fait, je suis pas surpris si à la fin c'est Golden State qui sort de cette série. Tu vois, je me dirais pas que c'est surprenant. Et ben, si c'est Minnesota, je serais pas surpris non plus. Anthony Edwards qui a déjà éliminé Kevin Durant, Devin Booker, Nikola Jokic, LeBron James, Luka Doncic, à l'occasion de rajouter Stephen Curry à son tableau de chasse. Ça aussi, ça va être fort et intéressant à suivre. Ouais, c'est clair. Et puis même du côté en termes de stratégie, parce que, encore une fois, quand même, Chris Finch a outcoaché J.J. Redick hein, face aux Lakers. Ça n'a pas été l'unique raison du succès des Wolves, mais je pense que c'est un constat qui est assez juste. Et ce qui n'a rien d'honteux hein, pour un coach en première année comme J.J. Redick. Par contre, moi, même d'un point de vue stratégie, là, l'affrontement Udoka-Steve Kerr, je l'ai trouvé passionnant. J'ai trouvé que les deux entraîneurs avaient fait vraiment une belle série aussi. C'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais avec des ajustements en permanence, tu voyais que rien n'était laissé au hasard. Et là-dessus aussi, ça va vraiment. J'attends de voir ce que ça va donner. Par contre, non, j'avais envie de reparler de Podziemski, mais c'est vrai que c'est le truc que j'ai le moins compris finalement dans le coaching de Steve Kerr, c'est dans le Game 6 de sortir Podziemski du 5. Pour moi, c'est vraiment un des éléments desquels tu peux pas te priver si t'es les Warriors. Allez, on peut enchaîner avec l'autre match du dimanche soir, c'est celui entre Indiana et Cleveland, ouverture des demi-finales de conférence Est et victoire surprise, on peut le dire hein, quand même un peu comme ça, des Pacers à l'extérieur sur le parquet des Cavs, une équipe qui a gagné 64 matchs cette saison, victoire 121-112. On sait que c'est une série entre deux attaques énormes, deux des meilleures attaques de tous les temps si on se concentre que sur le rating, sur le nombre de points marqués sur 100 possessions. Et là, pour le coup, c'est le collectif des Pacers qui s'en est le mieux sorti avec 22 points, 13 passes de Tyrese Haliburton, 23 points d'Andrew Nembhard. Tous les joueurs du 5 majeur ont marqué 13 points ou plus pour Indiana. Ouais, match fantastique de la part des Pacers, en fait. C'est vraiment ce que je retiens de cette première confrontation. C'est que j'ai l'impression que tout ce que les Pacers pouvaient faire de mieux, ils l'ont fait sur ce match 1. Ils l'ont pris. Ils terminent avec, comme ils sont à presque 53% de réussite au tir. Non, à 3 points, pardon. Presque 53% de réussite au tir, presque 53% de réussite à 3 points. Tout a fonctionné à merveille. Et pourtant, ce match, finalement, j'ai longtemps eu le sentiment que les Cavs seraient en capacité de le prendre. Et pour le coup, je trouve que du côté de Cleveland, c'était vraiment pas le meilleur match qu'ils puissent proposer en termes d'adresse, parce qu'ils sont à 9 sur 38 sur les tirs à 3 points. Points d'écart entre les deux équipes. Ça fait 30 points d'écart. C'est immense. C'est monstrueux, alors qu'on sait que les Cavs sont une des meilleures équipes de toute la ligue dans ce domaine-là. Et même défensivement, j'ai vraiment pas trouvé que les Cavs avaient fait leur meilleur match. J'ai trouvé que souvent, il y avait de la confusion dans des rotations, du retard parfois sur des rotations. Et ça, c'est des choses que je m'attends clairement à voir Cleveland gommer. Et donc, voilà, peut-être que je me trompe, mais je reviens là-dessus. Super match de la part des Pacers, vraiment, encore une fois. Ils sont allés chercher ce match-là. Au moment où ils se faisaient reprendre, ils ont su remettre un run pour s'assurer de gagner cette victoire. Mais j'ai l'impression que Cleveland n'a vraiment pas
tout exploité de ce qu'il pouvait exploiter et que ça peut être corrigeable. Je donne une stat, Evan Mobley, 20 points, 10 rebonds, 2 passes, 9 sur 13 au tir. Et il y a tout un moment où il touche plus la balle. Donc tout ça, c'est des choses où je pense vraiment que Cleveland peut redresser la barre. Je serais surpris si Indiana réussissait à prendre le game 2. Il faut préciser que Darius Garland a encore manqué un match. C'était son 3e match manqué de suite. Ça faisait beaucoup de responsabilités pour Donovan Mitchell balle en main, même si c'est intéressant de se demander justement est-ce qu'il n'y a pas des moments où le jeu aurait pu passer un peu plus par Evan Mobley. Donovan Mitchell, il met 33 points, mais à 13 sur 30. Alors bon, c'est pas loin du 50%, 13 sur 30. Hein. C'est surtout le 1 sur 11 à 3 points qui fait un peu plus mal du côté de Mitchell. Il y a vraiment eu la maladresse à 3 points dont on parlait. Mais bon, en tout cas, pour Indiana, ça donne le ton. On voit qu'il y a une équipe qui est lancée. Qui est sur une sacrée dynamique. Sur la deuxième moitié de saison, les deux équipes avaient quasiment le même bilan. Ça témoigne presque... Bon, ça montre que Cleveland a baissé de régime après un début de saison qui était absolument historique, mais aussi qu'Indiana est vraiment monté en puissance sur la deuxième moitié de saison et qu'il y a une équipe qui est dans une sacrée dynamique. Et je le répète, mais je crois qu'Andrew Nembhard, c'est vraiment... ça va me permettre de faire la transition. Je crois que c'est l'anti-James Harden. C'est le mec... En saison régulière, tu fais pas trop gaffe, mais par contre, en playoff, son niveau de jeu, il est 2 paliers au-dessus, quoi. Ouais, il a été excellent hier. Il a clairement été excellent hier. Moi, ce qui m'a plu pour les fans des Pacers, c'est la défense aussi d'Indiana, qui a répondu présent tout de suite, qui s'est pas laissé démonter. Pour ce qui est de Donovan Mitchell, il faut reconnaître que les points qu'il a mis, par contre, c'est vraiment ceux qui ont permis à son équipe de recoller. Et je serais curieux de voir Cleveland refaire un match en étant aussi maladroit à 3 points, avec un Donovan Mitchell aussi maladroit à 3 points. J'ai du mal à le voir. Et effectivement, on parle de ces deux équipes. Tu l'as dit, ils jouent sans Darius Garland, qui est un des 3 meilleurs joueurs probablement à coup sûr de cette team. Donc je pense qu'il y en a encore sous le capot pour Cleveland. Yes. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec un des matchs du week-end. Peut-être le match le plus attendu du week-end, c'était parce que c'était la plus belle série du premier tour. Conclusion, une victoire des Nuggets contre les Clippers. Victoire convaincante des Nuggets contre les Clippers, 120-101, 19 points d'écart dans un game set, sachant qu'en fait, il y a eu jusqu'à 30 points d'avance. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est monté... Ouais, 33, ouais, j'allais dire, c'est monté au-dessus des 30 au cours du troisième quart-temps. 33 points d'avance pour Denver, qui est allé chercher sa qualif pour le deuxième tour. Honnêtement, c'était une démonstration, en fait, mais j'ai été extrêmement surpris quand même de voir cette équipe des Clippers prendre l'eau de cette manière, abandonner, même sur la fin, de voir Tyronn Lue sortir ses titulaires et rester 10 minutes à jouer encore. 10 minutes à jouer quasiment. Et tu as James Harden et Kawhi Leonard sur le banc et qui rentreront pas derrière. Impressionnant. Pour le coup, j'ai pas mal de choses à dire sur David Adelman, mais ses coups, pour le coup, ces paris ont vraiment bien marché. Ce qui était intéressant, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est que Jokic est fatigué, clairement. Il a commencé le match en étant très maladroit. Il commence en faisant un 0 sur 6, je crois, dans le premier quart-temps. Et finalement, les Nuggets, il a pu simplement se fondre dans le collectif, et c'est ses coéquipiers qui ont répondu présent. Et on parlait tout à l'heure de zone. Dans le deuxième quart-temps, Adelman a joué un petit peu small ball avec un 5 où il y avait Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Russell Westbrook et Peyton Watson, qui a été très bon en première mi-temps. Qui était très bon. Ouais. Très très bon en première mi-temps. Ils ont joué une zone 3-2 qui a complètement fait déjouer les Clippers. Et tu vois, honnêtement, quand il a aligné ce 5-là, j'étais un petit peu circonspect. Je me suis dit, mais je sais même pas si on l'avait déjà vu en fait dans la série, ce 5-là au complet. Et ça a très très bien marché. Derrière, les Clippers n'ont pas réussi à attaquer. Ils ont été obligés de faire revenir James Harden plus tôt, de le sortir du banc plus tôt. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du tout, d'autant que dans la foulée, Jokic est revenu à son tour sur le terrain. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu Alors, ça n'a pas mis KO les Clippers, mais ça a été un petit coup qui les a déstabilisés, j'ai eu le sentiment. Voilà, du moins, je l'ai noté, tu vois, en regardant le match, je me suis dit, ça, c'est un moment potentiellement clé du match. Oui, il y a plusieurs. C'est intéressant, effectivement, ce 5 un peu inédit. J'ai trouvé aussi que Russell Westbrook, globalement, d'ailleurs, avait apporté beaucoup d'énergie, comme à chaque match, comme quasiment à chaque match. Et encore une fois, de l'adresse à 3 points. Peyton Watson, t'en as parlé, effectivement, il fait une très belle rentrée. Il fait 9 points, 4 rebonds. C'est marrant parce que tous les deux, on l'a beaucoup
craché dessus un petit peu. Mais bon, il a fait le bon match au moment où ça compte. Et comme toi, j'ai trouvé. Alors, j'avais pas assez fait gaffe que c'était nécessairement sur la zone que les Clippers avaient été gênés. Mais moi, de manière juste globale sur le match, j'ai été un peu déçu de la prestation des Clippers. Et justement, en attaque, notamment, en fait, j'ai l'impression qu'ils jouaient pas un Game 7. Et en même temps, il y a eu en même temps, je me dis, bah si, il y avait peut-être la pression d'un Game 7, mais il n'y avait pas le répondant que tu dois donner à cette pression. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que ça s'illustre par ce passage dont tu parles, finalement, où ils savent même plus comment attaquer une zone, tu vois. Mais il y a des moments comme ça où j'ai l'impression que les Clippers, ils savaient pas exactement ce qu'ils faisaient et qu'ils savaient pas répondre à l'enjeu. Et ça m'a déçu, surpris aussi forcément un petit peu, même je dirais globalement déçu. J'ai l'impression que cette équipe des Clippers, elle passe encore une fois à côté de quelque chose. Mais elle passe à côté. Je pense que c'est même peut-être. Alors bon, peut-être que je suis trop dans l'instant, mais je me demande, à part dans la bulle, je me demande si c'est pas la pire défaite des Clippers, du moins de post-Lob City, parce qu'en fait, cette année, c'était l'année où, pour une fois, il y avait tout, en fait. Tout était là, tout le monde dit, ils ont un banc qui est immense. Ouais. Kawhi, on dirait le Kawhi de 2019. Ils ont leur meilleure équipe au meilleur moment, enfin, qui carbure à fond au meilleur moment. C'est l'année ou jamais. Bah, je pense que ça sera jamais, en fait. Et honnêtement, tu disais, ça ressemblait Ouais. pas à un Game 7. Et je suis désolé, on est obligé d'en parler. Mais ça ressemble à quasiment tous les Game 7 de James Harden. Au bout Ouais, du bah compte, oui. 8 tirs, 2 sur 8 au tir. Il a pris 8 tirs. Alors ok, ils jouent pas à la fin, mais quand ils rentrent pas, ils sont déjà à moins 25, 35 minutes. Alors, 13 passes, ok, 13 passes, très bien. Ouais, mais beaucoup trop passif. 13 passes, mais parce qu'en fait, beaucoup trop passif. Beaucoup trop passif. Dès le début d'ailleurs, dès le début de match. Sur le début de match, il y a un truc que j'ai pas aimé chez Harden. Tu vois, ça peut, en fait, comment dire, ça peut être bien, mais selon ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au début de match, j'ai l'impression qu'il s'efforce de servir ses coéquipiers. Là, dit comme ça peut être bien, tu vois, de se dire tu mets tout le monde en rythme. Mais en fait, dès le début de match, tu vois que Zubac, il y a trop de pression sur lui en fait. Il y est pas. Tu vois, dans la tête, il y est pas. Je sais plus si je crois que Derrick Jones Jr. est bien et je trouve Powell un peu moins bien. Je crois que c'est ça sur le début de match, dans mes souvenirs. Et pareil, il continue à vouloir alimenter Powell, ce qui peut être bien, tu vois. J'ai l'impression que là, dans le contexte, t'es la star, t'es pas juste le meneur de jeu, t'es aussi la star. Et du coup, oui, tu veux lancer tes coéquipiers, mais tu vois qu'ils sont pas dedans, t'es en train de les envoyer plus au charbon qu'autre chose, notamment Zubac. Là, c'est le moment où tu dis, ok, je vais d'abord nous mettre dans le rythme, moi, en mettant des points, et je rassure tout le monde en mode, regardez, le patron est là, et après, je remets ces gars-là dans le match. Moi, c'est mon point de vue, tu vois. Et je trouvais qu'Arden, à l'inverse, c'est que de la passe, et ça m'a rappelé typiquement son game set avec les Sixers, c'était exactement ça. Et après coup, ils nous avaient sorti le coup de ouais, mais le ballon est pas venu vers moi. Mec, c'est toi qui faisais que de lâcher la balle. Je me souviens de PJ Tucker qui se retrouve à prendre des tirs à 3 points. PJ Tucker, il a 57 ans, il n'en peut plus. Il se retrouve à prendre des tirs à 3 points parce que Harden provoque un tir. C'est l'impression que j'ai eu. J'ai un étalage de stats, si tu veux, sur James Harden. Je sais que tu en as aussi. Mais là, à un moment, donc 8 tirs, c'est la. Donc il en met 3, 2, 3. Il met 3 Il paniers. en met 2. 2, 2 sur 2 8, il paniers. fait. 2 sur 8. C'est la 35e fois depuis le début de sa carrière. Je sais que cette stat, elle va pas parler à tout le monde, mais je vous jure que c'est énorme, faites-moi confiance. 35 matchs où il est à 3 paniers ou moins en playoff. On parle d'une superstar, d'un mec qui est une star depuis plus de 10 ans. 35 matchs de playoff avec 3 paniers ou moins. C'est fou. Attention, j'en ai d'autres. Si tu veux, je te les enchaîne. Je te les enchaîne. Vas-y, vas-y. Sur les game sets, depuis qu'il a quitté OKC, donc on écarte OKC là, on est même gentil, genre en mode on compte pas la période où il était remplaçant, même s'il avait déjà des responsabilités. Hein. Il est à 9 sur 18 à 3 points dans les game sets, ça fait 18% à 3 points dans les game sets, et il est à 33% au tir dans les game sets depuis qu'il a quitté OKC. Il a le record pour le nombre de matchs à moins de 25% en ayant pris plus de 10 tirs en playoff. Il en a 17 des matchs comme ça. 17 matchs comme ça, c'est vraiment. Et il a le record aussi, mais là, j'ai pas le chiffre, du nombre de matchs à moins de 25% de réussite sur les matchs à élimination. Donc, pas que les game sets, mais quand ton équipe peut sortir. Écoute, dans le 5 d'hier, c'est simple, c'est le joueur qui a pris le moins de tirs. Bogdan Bogdanovic, qui a joué Pas 18 normal. minutes, a pris un tir de plus que lui.
il a juste disparu. Il a juste disparu au moment où son équipe en avait le plus besoin. Il y a une chose que je dois reconnaître, et enfin pas que je reconnais, parce que au contraire, que je voudrais mettre en avant, c'est la défense de Christian Brown, qui a gardé Oui, Harden tout du incroyable. long. Il a dit, switchez pas, je le garde. Et franchement, cet été, les Nuggets, quoi qu'il arrive, quelle que soit la suite de leur playoff, ils vont avoir beaucoup de décisions à prendre. Mais si on a une, franchement, on disait qu'il arrivait, il était... je crois qu'on peut lui proposer une prolongation à Christian Brown. Il faut garder ce joueur. Il faut garder ce joueur. Je pense que ça sera jamais une star. Je pense pas que ça soit un joueur qui sera un jour All-Star. Par contre, il a prouvé Trop que utile. c'était un mec que tu pouvais mettre sur le terrain à la fin du 4e quart-temps d'un match 7. Alors là, finalement, l'écart était explosé, mais tu peux faire confiance à ce joueur-là pour aller chercher le rebond, faire la coupe, mettre le tir à 3 points, prendre le plus gros défi défensif sur la série. Je le trouve remarquable dans l'attitude et dans le jeu. Et je pense qu'il y est pour beaucoup, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, Harden, les moments où il essayait de jouer, il cherchait même pas à marquer, il cherchait juste à provoquer la faute. Tu sais, en jetant ses bras en avant comme il fait avec la tête en arrière. Et au bout ça suffit plus. Alors, je sais que c'est dur pour Harden, en fait, parce que là, on lui tombe dessus. Je le redis encore une fois, la saison régulière qu'il a faite, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit capable de faire cette saison régulière. Il a fait une excellente saison régulière. Malgré tout, à ce stade de sa carrière, maintenant, me parlez plus de James Harden. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et peut-être que l'an prochain, les Clippers feront mieux, mais voilà, il n'est pas dans la classe des joueurs qu'on nous a vendus à un moment. Il est juste pas dedans, en fait. Ouais, bah, il y a un... Je sais que c'est facile, effectivement, sachant qu'il fait un très bon Game 6. Il faut le dire, tu vois, il faut le reconnaître. Son Oui, équipe ça, était on aussi l'avait au dit, hein. bord de On l'avait dit. Ouais. l'élimination. Et Ouais. il fait un très bon Game 6. Mais il y a quand même c'est aujourd'hui, à ce stade, c'est une tendance et l'échantillon, il est tellement grand. Tu sais qu'il n'aura pas le même niveau, c'est ce que tu disais souvent, en playoff qu'en saison régulière. Et notamment, dès que ça commence à devenir trop chaud, ça disparaît. Et je répète ce que j'ai dit, je crois, dans un CQFR à un moment, un matin. Au final, c'est pas tant juste l'adresse. Là, pour le coup, sur les derniers Game 7, c'est vraiment fuir les responsabilités. Tu as 8 tirs, comme tu l'as dit, sachant que Derrick Jones Jr. en prend 10 et qu'Ivica Zubac en prend 10. C'est pas normal qu'il y ait 4 mecs du 5 majeur qui prennent plus de tirs que toi, qu'il y ait 5 mecs de ton équipe qui prennent plus de tirs que toi. C'est pas normal. C'est pas normal alors que tu as joué 35 minutes, effectivement. Et les 13 passes, tu ne peux pas te cacher derrière ça. On peut pas toujours être en mode je suis le playmaker. Non, mais tu es aussi le mec qui doit mettre des points. Alors oui, il y a Kawhi au-dessus de lui. À un moment, Harden, s'il n'est pas au niveau, lui aussi au niveau superstar, les Clippers, effectivement, iront nulle part. Et je pense comme toi que cette équipe, elle gagnera jamais. Mais même cette année, je ne la voyais pas gagner. Par contre, il y avait la place, je pense, vraiment pour gagner cette série. De toute façon, tu vois que ça se joue à peu de choses. Et c'est terrible de terminer sur un Game 7 où tu te fais gifler, quoi. Tu te fais gifler, il y a 30 points d'écart. Tu es contre une équipe qui fait jouer 6-7 mecs, quoi. Tu sens qu'ils sont cuits mentalement, qu'ils sont cuits physiquement, et ils ont réussi à trouver encore des ressources pour aller te sortir en dominant comme ça à ce point le Game 7. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Juste 2 mots sur David Adelman, parce que comme on l'a dit, en fait le match se plie dans le 3e quart-temps. Comme je te le disais avant qu'on commence, Antoine, tu sais, j'avais mes notes et puis j'ai au moins 3 ou 4 fois rayé la série qui était en cours, en fait. Parce que tu vois, à un moment, j'ai noté, il y a eu un 15-0 pour Denver, après ça devient même pire, etc. Au bout du compte, ils ont mis un 24-4 en 6 minutes. Et pourtant, à la fin du 3e quart-temps, il y a des choses que j'ai pas trop compris du côté de David Adelman. Il laisse Nikola Jokic prendre 3 fautes en moins d'1 minute. Donc Jokic qui passe d'avoir 2 fautes à passer à avoir 5 fautes. Ouais. À devoir sortir donc. Alors, et honnêtement, il prend une première faute sur un écran en mouvement. Derrière vient, il est tellement énervé qu'il prend une faute stupide sur Zubac. Il lui met un tampon. Son coach le laisse encore, alors que justement la zone avait très bien marché. Là, je me suis fait revenir. Enfin, je suis pas là pour donner des conseils à des coachs NBA, hein, mais je m'attendais à ce qu'il fasse sortir Jokic, qu'il remette Peyton Watson et qu'il rejoue sa zone. Il restait 2 minutes à jouer peut-être dans le 3e quart-temps. Il le laisse, il prend sa 5e. Et l'autre chose que j'ai pas vraiment compris, c'est que finalement, les Clippers sont abandonnés relativement tôt en sortant leurs titulaires. Et Adelman a continué à laisser ses titulaires sur le terrain encore, au moins 2-3 minutes, et je comprenais pas trop pourquoi, en fait. Je comprenais pas trop pourquoi. Au bout du compte, il les sort. Les 2 équipes ont leurs remplaçants sur le terrain.
Les remplaçants des Nuggets, j'espère qu'ils sont pris une soufflante dans les vestiaires parce qu'ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas compris, il restait encore beaucoup de temps au bout du compte. Il restait 5 minutes. T'avais l'impression que c'était un rookie game. Personne défendait. Et du coup, les Nuggets prennent l'eau. Pour autant, Tyronn Lue remet pas ses titulaires. Parce que là, je me suis dit, bah, vas-y, ils sont revenus. Je sais, alors c'est dommage, j'ai pas noté, je sais pas combien ils sont revenus, mais je pense qu'ils sont revenus autour des 20 points ou dans ces zones-là. Et les Clippers étaient déjà revenus d'un déficit de 20 points. Alors la tendance n'était pas là, hein, mais je me suis dit, bah vas-y, Ouais, c'est le dernier match de la saison, quoi. Elles sont payées pour tes stars. Remets-les sur le terrain, peut-être, et tu vois ce que ça donne. Au bout du compte, c'est Adelman qui a dû remettre ses titulaires. Il a remis ses titulaires sur la fin pour sécuriser l'écart. Et bon, voilà, il y a pas eu de... Ça n'a pas prêté à conséquence. Mais quand il les remet, je me dis, mais imagine là maintenant, tu as Aaron Gordon qui se blesse, qui se fait mal au mollet ou qui se prend un coup. Où il y a tellement peu de profondeur d'effectifs, tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui se blesse. Et donc, c'est un micro-événement. Les Nuggets ont gagné largement ce match. Mais c'est deux moments quand même où je me suis posé des questions sur... Après, voilà, c'est fou. Le mec, il a coaché plus de matchs de playoff que de matchs en saison régulière. C'est un truc qui arrive jamais, quoi. Il y a Jokic d'ailleurs qui s'est exprimé sur le renvoi de Michael Malone. Je sais pas si tu as vu ce qu'il a dit. Il a dit ouais, le propriétaire cherchait un électrochoc et visiblement il a eu raison, quoi. Il a eu les résultats obtenus. Donc bon, le groupe a l'air quand même de bien vivre le renvoi de Malone qui était dans un timing très particulier, hein, 3 matchs avant le coup d'envoi des playoffs. Après Adelman, effectivement, c'est un mec qui est inexpérimenté, qui a pas de profondeur de banc du tout, hein. Là, Denver, un blessé, c'est fini, hein. Je pense qu'un blessé, tu passes d'être compétitif à te prendre quasiment un sweep. Ça va pouvoir enchaîner sur l'autre série. C'est que là, Denver va jouer contre OKC. Un choc 1 contre 4 avec les deux MVP potentiels en face à face. La NBA est forte quand même. Enfin, c'est du hasard, mais je veux dire, on va se retrouver avec Jokic contre Shea. Évidemment, le trophée. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est du hasard? Parce que eux, ils ont déjà les résultats à la NBA, tu vois. Ah oui, est-ce que c'est... Ah non, bah bien sûr qu'ils attendent que le trophée va exprès. Évidemment que le trophée va être donné haché sous les yeux du Jokic. C'est toute l'idée du truc, ouais, je pense. Puis c'est d'avoir... Puis ça va être... Ah bah voilà, maintenant on a la bataille qui est injuste d'ailleurs de résumer à cette série à ça, parce qu'il y a quand même une équipe qui est... Je vais... Tu vois, autant sur Warriors Timberwolves, j'ai du mal à voir clair. Autant paradoxalement, tu vois, je suis le premier à toujours mettre des limites sur le Thunder, à dire ouais, je sais pas, il y a un truc que je sens pas tout à fait exactement. Autant sur cette série, j'ai l'impression que le Thunder a trop d'armes en fait. J'ai l'impression qu'à part un Jokic absolument extraordinaire ou un Jamal Murray qui joue le basket de sa vie, voir les deux combinés, j'ai l'impression que le Thunder a trop de défense et que les Nuggets, à l'inverse, n'ont pas assez de défense pour vraiment... Christian Brown, il va devoir... Là, il s'est coltiné James Harden, il va passer sur Shai Gilgeous-Alexander, c'est encore autre chose. Je sais pas, j'ai l'impression que le Thunder a trop d'armes pour que Denver fasse mieux que prendre même 2 matchs. Je suis assez d'accord avec toi parce qu'en fait, défensivement, cette équipe du Thunder, elle a tellement d'options. Parce que Jamal Murray, alors ce qui est rassurant du côté des Nuggets, c'est que Jamal Murray a vraiment été en progressant. Enfin, ses résultats ont été il a joué de mieux en mieux en fait dans cette série. J'ai trouvé notamment dans la lucidité, ce qui m'avait un peu inquiété. Je sais plus si c'était après le Game 3 où j'étais un petit peu inquiet sur sa capacité à bien lire les situations sous pression. On sait que c'est un joueur clutch, mais là, quand je vois le nombre de défenseurs qu'OKC peut envoyer sur Jamal Murray et sur Christian Brown dont je viens de chanter les louanges, j'ai du mal à voir comment les Nuggets pourraient passer parce que j'ai vraiment l'impression qu'OKC peut se dire de toute façon on va contrôler tous les extérieurs. On va leur mettre un mec sur la montée de balle systématiquement, ils sont cuits, ils sont crevés, ils n'ont pas de banc, ils ont personne derrière. Si c'est pas Jamal Murray qui monte la balle, c'est Jokic qui doit monter la balle. Donc, c'est surtout l'effectif. Alors, bien sûr, non, j'exagère. Bien sûr, tu peux mettre Russell Westbrook pour monter la balle, mais si c'est lui qui monte la balle, tu sais qu'il ne va pas organiser le jeu. Donc, j'ai l'impression que vraiment OKC a l'effectif et me semble trop complet défensivement pour pouvoir être inquiété. Après, voilà, moi, j'adore cette équipe de Denver. J'espère qu'on aura une belle série et que les Nuggets retrouveront suffisamment d'énergie, en fait, pour pouvoir rendre la série compétitive, mais... Je pense qu'OKC, là, le plus grand
risque pour OKC, c'est d'être rouillé au game 1 parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué Ouais. et qu'ils sont en train de regarder les matchs à la télé ou de jouer à la PlayStation. Mais sinon, ça me semble très dur, quoi. Ouais, limite, j'ai l'impression que cette série OKC peut que la perdre, tu vois, elle-même. Le Thunder peut perdre la série lui-même, mais je sais pas trop comment les Nuggets peuvent vraiment battre le Thunder. Après, on verra si Denver nous donne tort, hein. Début de saison, j'avais mis Denver. C'est marrant, en début de saison, moi, je voyais pas OKC en finale NBA. J'avais l'impression que Denver avait ce qu'il fallait. Euh, Après, il y avait une fois qu'il y a eu les deux trades, tu vois, les Warriors comme les Lakers, je me suis dit, ça, c'est des équipes qui peuvent gêner. Les Warriors un peu moins, tu vois. Les Warriors, évidemment, un peu moins. C'est des équipes qui peuvent gêner OKC. Et là, plus les playoffs se passent, en fait, plus je me dis, bah non, ils sont trop solides, en fait. C'est trop solide. Je vois pas trop qui peut aller chercher OKC dans cette conférence. Bah, leur 5 de départ est magnifique, leur banc est immense, c'est très bien coaché. J'ai l'impression qu'il y a juste trop d'atouts, en fait. Il y a trop d'atouts, je pense, du côté d'OKC. Maintenant, les Nuggets ont montré quand même que c'était une équipe qui avait de la résilience, quoi. Parce que, Mm. tu vois, c'est le nombre de fois que... Alors nous, potentiellement, et puis d'autres observateurs ont répété dans la série du premier tour. Non, mais de toute façon, l'équipe des Clippers est la plus talentueuse, en fait. Quand tu mets bout à bout le nombre de joueurs de talent qui peuvent être sur le terrain du côté des Clippers et ceux des Nuggets, l'avantage est du côté des Clippers, mis à part le cas Nikola Jokic, bien entendu. Donc c'est une équipe quand même qui a de la ressource. C'est une équipe, franchement, ce match 7 et même cette série des Clippers, ils l'ont gagné comme des champions, en fait. Comme une équipe qui a déjà été championne et qui a, un moment, qui a refusé de perdre. Qui a refusé de perdre et qui a voulu continuer à y croire. Je me demande aussi dans le Game 7 si l'altitude joue aussi, hein. Je pense que Denver, c'est une des équipes qui a vraiment un double avantage du terrain. D'une part, il y a Ouais. beaucoup de bruit et en plus, l'altitude, je pense que c'est quelque chose qui joue. Et jouer un Game 7, c'est pas anodin. Malgré tout ça, ok, s'il me semble trop paré. Je partageais une toute dernière série dont on n'a pas parlé, c'est celle à venir entre Boston et New York. Tes premières impressions là comme ça sur cette demi-finale attendue finalement, hein. Les Knicks ont construit leur équipe pour affronter Boston. C'était l'idée. Alors Oui, ça sera un tour avant les finales de conférence. Finalement, on est entre deuxième et troisième, c'est en demi-finale, mais on savait qu'on aurait plus ou moins un Boston-New York à un moment. je pense que sur le papier, Boston a clairement la meilleure équipe. Maintenant, cette équipe de New York, alors c'est un petit peu paradoxal parce qu'elle défend pas aussi bien qu'elle l'a fait par le passé, mais c'est une équipe qui joue dur. Et pour moi, le plus gros danger pour Boston, c'est la santé. Et en fait, ça peut être une série courte pour Boston, parce que je vois Boston, comment dire, je vois Boston s'imposer face aux Knicks, mais ça peut être une série dure malgré tout. Et c'est vraiment ça que je vois. Malgré tout, je pense que voilà, Boston a trop d'arguments pour répondre à New York. J'ai l'impression que finalement, Boston peut faire tout ce que New York en mieux, mais New York peut pas faire ce que fait Boston, ni en défense, ni en attaque de ce qu'on a vu sur le premier tour face aux Pistons. C'est une équipe qui a le potentiel pour faire mieux, mais je m'attends pas à ce qu'elle fasse mieux. Pareil que toi, la santé, alors on pourrait dire ça pour les deux équipes, hein, la santé, hein, parce qu'on a Oui, vu, on a vu des blessés aussi du côté des Knicks, il y a beaucoup d'usure du côté des Knicks. Moi, cette série pour Boston, je la vois un peu comme toi, je la vois presque comme OK, on peut passer cette équipe sans encombre et ça va servir, et tu vois, et comme ça, on est sur la bonne traîne de repos, ou alors cette série, parce qu'il nous manque du monde, on va la gagner dans tous les cas, mais elle va nous poser problème à retardement pour la suite parce qu'on va y laisser des plumes. On a quand même Jalen Brown. Alors, il a dit qu'il était sur la voie il se sent de mieux en mieux, mais il a quand même pris des injections. Son genou, c'est pas très fort. Jrue Holiday, il a plus joué depuis un moment. Il a plus joué sur les 3 derniers matchs. On ne sait pas. Il va être très important, lui, sur la série. Il y a Jalen Brunson à scoltiner. Alors, oui, il y a Derrick White. Mais Derrick White, excellent défenseur. Bronson lui rend quand même du gabarit. Bronson est solide, Bronson est plus costaud. Alors que Holiday, je pense, peut tenir le choc physiquement face à Bronson. Je pense que c'est plus intéressant vraiment pour Boston d'avoir Holiday en défense sur Boston, même si après ça switch, etc. sur Bronson. Sur Bronson, ouais, Holiday sur Bronson plutôt que Derrick White. Derrick White, je pense, voilà, a pas le gabarit. Il est un peu plus vif à ce stade qu'Holiday, mais il n'est pas aussi puissant. Et je pense qu'il faut un joueur puissant si tu veux défendre sur Jalen Bronson. Donc,
La présence d'Holiday est une clé, est un facteur. Kristaps Porzingis, toujours, on ne sait jamais. Tatum s'est fait mal au poignet sur la première série, etc. Donc la santé je te rejoins complètement, va peser sur la manière dont Boston finalement se sort de cette série. Parce que comme toi, j'ai l'impression que ça peut aller en 4-1. Je vois pas Boston sweeper New York, mais j'ai l'impression que si tout clique au niveau de la santé, les Celtics peuvent gagner 4-1. Après, je serais plus sur un 4-2, un peu comme le Thunder Nuggets. Au final, je me dis, bah voilà, 4-2, ça semble être un peu le score prédestiné entre ces deux équipes. Ouais, pour New York, quand même, c'est une équipe qui a du talent. Je pense que pour que ça puisse bien se passer pour New York, faudrait que Tom Thibodeau trouve les ajustements offensifs pour faire carburer cette attaque au meilleur de sa capacité. Et il faudrait que New York, il faudrait que Boston se tire une balle dans le pied en étant dramatique dans l'adresse à 3 points et en jouant uniquement en périphérie. Je pense que c'est les deux éléments qui pourraient permettre aux Knicks de s'imposer, mais encore une fois, je le vois pas trop. Je vois pas trop, et tu fais bien de le rappeler, parce que je parlais de la santé des Celtics, mais finalement Jalen Brunson a mal à la cheville, Hart s'est fait mal aussi durant la série face aux Pistons, donc ils vont pas arriver non plus en pleine forme, les Knicks. Je pense que les Knicks vont mieux jouer que lors du premier tour. Je pense que déjà parce que c'est une équipe qui sait quand même un peu hausser son niveau de jeu, même si on peut se demander, est-ce qu'à force de jouer tout le temps avec ses titulaires, est-ce qu'elle n'a pas déjà un peu montré le max de ses capacités? Mais je pense que les Knicks, avec l'enjeu, avec le défi de jouer Boston, avec le fait de ne pas forcément partir favori, mais d'être dans la peau un peu d'un outsider, avec tout ça fait que les Knicks, je pense aussi le style de l'opposition, les Celtics ont parfois tendance à se relâcher en défense par moment, on l'a vu, ça peut laisser un peu plus d'espace. Je vois une série un peu plus offensive, et ça rejoint un peu ce que tu disais, où je pense que les Knicks, en fait, c'est une équipe qui se veut défensive de par sa culture, de par son coach, mais en fait qui a les qualités pour être d'abord une équipe offensive. Et si tu regardes les stats avancées depuis 2-3 ans, la force des Knicks, c'est l'attaque. C'est pas la défense, c'est l'attaque. Et je pense que du coup, le style de jeu de la série peut peut-être aller un peu plus dans le sens de New York. Je m'attends à ce qu'on voit des meilleurs Knicks. Voilà, et que du coup, 4-2, 4-2, ça me semble bien. Je suis quasiment arrêté sur le score, quoi. 4-2, je le vois bien venir, ce truc-là. On a fait le tour de toutes les séries, Théo. On va s'arrêter là-dessus. Vous nous retrouverez évidemment pour un nouveau CQFR demain matin. On sera au rendez-vous. Je n'ai pas regardé quels étaient les matchs du soir. Allez, on passe sur... on a le début justement on a les deux dernières séries qu'on vient d'aborder. On a le début de Boston, New York et de Denver, OKC. Voilà pour les deux matchs qu'on débriefera demain. J'ai déjà hâte d'y être, parce que c'est deux matchs qui vont être... j'ai toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. J'ai hâte de voir comment vont se dérouler ces deux premiers matchs. Pareil. Allez, on se retrouvera demain pour un CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.